sera jamais assez. Nous, personnellement, on n'utilise pas le mot zone. Ça veut dire quoi? Mais eux, ils appellent ça la zone. Ça veut dire qu'ils ont mesuré où c'est dangereux. À cause de la radioactivité, il y a une zone de 30 km. Ils l'ont entouré de fils barbelés. Et nous, on vit dedans. Dans un endroit radioactif. Et au-delà des 30 km, alors, c'est les barbelés qui retiennent les radiations ou quoi? Elle est où, la limite? Je m'appelle Alexandre Trofimov, milicien de la première compagnie chargé de la protection de la zone de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Je travaille dans la zone de la centrale depuis février 1991. Une de nos attributions est de contrôler les laissez-passer dans la dite zone, c'est-à-dire de contrôler soigneusement tout le trafic automobile et d'empêcher que des citoyens sortent des objets radioactifs. Notre mission comprend également l'aide au contrôle dosimétrique. Il est formellement interdit de faire sortir de la zone des véhicules ou des vêtements contaminés. Nous effectuons également des contrôles au-delà du périmètre des 30 km. Nos hommes patrouillent à pied ou en voiture.
Avant, il y avait ici des tas de coins à champignons, des fruits, des bois, une rivière. Il y avait tout. Quand l'accident s'est produit, les gens ont été évacués d'urgence et tout ce qui avait été contaminé est resté ici. Dans la zone des 30 km, la radioactivité est importante, même si elle varie selon les lieux. De toute façon, la zone est contaminée. Les gens travaillent selon un système de roulement, car il est interdit de rester en permanence ici. C'est mauvais pour la santé. Nous travaillons 15 jours ici et nous nous reposons 15 jours. Qu'est-ce que la zone signifie pour vous? Pour tous les gens, pour le monde entier, c'est une zone interdite. Une zone morte. Je pense que plus personne n'habitera jamais ici. En tout cas, dans les 100 ans à venir, je suis certain que personne ne s'y installera. C'est une zone contaminée. Andrei Antonovitch, la centrale est loin d'ici? La centrale, elle est loin d'ici? Une douzaine de kilomètres. Elle est sur le lac, pas sur la rivière. Mais elle se trouve en amont. Oui, c'est ça, en amont. Je fais d'abord une spectrométrie gamma. Puis après traitement chimique, nous mesurons les radioéléments. Nous avons le matériel sur place. Nous effectuons ces deux analyses et ensuite nous envoyons nos échantillons pour que soient dosés le strontium et le plutonium. Ici, nous mesurons la radioactivité des aliments, de l'air, des pluies, du sol et de tout ce qu'on nous apporte à contrôler. Vous travaillez ici depuis longtemps? Depuis très longtemps, depuis 1980. Et toutes ces années-là, je suis restée dans ce même bureau. Où habitiez-vous? Ici, à Pripyat, juste à côté, rue Lénine. Je venais toujours travailler à pied. Et maintenant, tous les jours, c'est un autobus qui m'amène et qui me ramène. Avant, comme il y a une école tout près, j'avais simplement la cour à traverser et j'étais au travail. Ça me prenait 10 minutes. Et je croyais que ce serait comme ça toute ma vie, jusqu'à ce que je prenne ma retraite. Mais les choses ont tourné différemment. Et voilà le résultat. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous passez devant votre ancien immeuble? Vous savez, tant d'années ont passé. Les premiers temps, j'allais toujours avec mes enfants voir mon ancien appartement. Et puis, ils ont cessé de m'emmener. Ils trouvaient que ça me bouleversait trop. Il me fallait plusieurs jours pour me remettre chaque fois que j'allais dans l'appartement.
Alors ces derniers temps, je n'approche même plus de l'immeuble. J'essaye de ne pas passer devant, de ne pas le voir. C'est essentiellement sur le plan psychologique que j'ai souffert, bien plus que matériellement ou même physiquement, car je n'ai pas eu de problème de santé. Mais c'est psychologiquement que ça a été dur, et ça l'est encore. Même aujourd'hui, je n'arrive pas à me faire à ce mot, la zone. Cette zone, c'est pour moi la même ville de Pripyat qu'auparavant. Mais maintenant, tout est mort. Parfois, il y a des gens qui ont vécu ici, qui viennent. Mais rien que le mot zone, ça veut dire que tout est mort. Et en été, quand il y a du vent et qu'on est à pied, on s'abrite le visage du mieux qu'on peut, même si on passe beaucoup de temps ici à travailler. Quand une voiture passe, ça soulève de la poussière et on essaye de se mettre en retrait. Et pourtant, on passe 10 heures par jour à travailler dans cette zone. Mais on en a quand même peur. On a peur. Peur de rapporter quelque chose sur nos pieds. Par exemple, je n'emporte à Kiev aucun des vêtements que je porte ici. J'ai mes habits que je porte ici à Tchernobyl et je n'emporte strictement rien à la maison. Pas même mes sous-vêtements. Ce sont mes vêtements spécial zone, comme on dit. Ce n'est pas un uniforme, c'est ce que je porte dans la zone. On essaye au maximum de ne rien emporter qui vienne d'ici. Voilà, c'est ça la zone. À part ça, c'est difficile à expliquer, on ne sent rien. Je travaillais ici avant la catastrophe et j'y travaille après. C'est difficile de dire ce qu'est la zone, c'est quelque chose de très négatif. J'avais le mal du pays. Alors on est revenu vivre chez nous. On s'est dit qu'on y resterait le temps que Dieu nous accorderait et que ça servirait à la science. Parce qu'un professeur américain a dit que dans la zone des 30 km, on mourrait au bout de combien de temps déjà? 7 ans. 7 ans. Et ça fait déjà 10 ans qu'on est là. Comment ça, 10 ans? 12 ans, c'est ça? Bien sûr. 12 ans, donc. On a déjà dû nous rayer des listes, mais on est toujours en vie. Oui, on est en vie. Et pourtant, je vais vous dire qu'ici, de la vie, il n'y en a pas.
Il n'y a personne, pas de voisins. Mais les autorités sont gentilles avec nous. La milice, la justice et tout. Ils nous aident. Ils nous disent, personne ne vous embête? Si ça arrive, appelez-nous. Mais personne ne nous embête. Et puis notre fille s'est mariée juste avant la catastrophe et elle est tombée enceinte. C'était le 13 février 1986. Les médecins ont dit qu'il fallait se débarrasser du petit parce qu'il était contaminé et que ni l'État ni nous n'avions besoin de ça parce qu'on était sûr de rien. Ils ont interrompu la grossesse, ils ont tout détraqué. Pendant longtemps, on n'a pas pu avoir de petits-enfants. Ça nous a drôlement bouleversés. Et puis après, voilà qu'ils disent que c'était pas la peine. Il a quand même fallu supporter tout ça. Ils n'avaient pas d'enfants. On a prié Dieu, on a prié Saint Nicolas. Donne-nous un petit enfant. Et le petit Alyosha est arrivé à 7 mois. Mais il est tellement intelligent, il a 7 ans maintenant. Et puis 2 ans et demi après, Galinka. on a eu une petite fille. Et tout s'est passé normalement. Grâce à Dieu. Dieu nous aide, la vie me l'a montré. Si on lui demande quelque chose, ça arrive. 3 jours avant la catastrophe, figurez-vous que j'ai pris ma retraite. Ça aussi, c'est un miracle. Alors que mes copains y sont allés et ils sont morts. Eh oui. On coupe du bois, on pêche du poisson, on fait ce qu'il faut. Et on a cueilli des champignons qu'on a fait sécher. Il faut leur faire goûter nos champignons. Ils sont excellents. Bon, c'est vrai, les champignons, ça pompe les radiations. Mais on dit qu'il faut en manger des tonnes pour que ce soit dangereux. Alors? C'est mauvais pour la santé. Et ça finira par se voir. Tout le monde en mange, même les docteurs. On leur offre du lait, du poisson. Vous prendrez bien de la soupe de poisson, pourquoi pas? Si les gens avaient pu rester chez eux, ils se seraient eux-mêmes occupés des radiations. Ils auraient ramassé chaque petit rayon. Chacun aurait nettoyé sa maison et son jardin de ses propres mains. Comme ça, tout serait propre et tout irait bien. Alors que là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait brûler les plus belles maisons. Le chef du centre forestier avait une énorme maison. Eh bien, ils l'ont fait brûler. Il ne reste que des cahutes comme ça. Ils cassent les vitres exprès pour que les gens n'habitent pas là et que ce soit un terrain militaire. Vous avez fini votre travail? Alors je rentre. Nous avons devant nous la 3e et la 4e tranche de la centrale de Tchernobyl. À droite, la tranche numéro 3 qui est en fonctionnement à l'heure actuelle. Elle a été remise en route le 14 mai après 10 mois de travaux. Elle tourne aujourd'hui à son régime nominal. Et avec le toit noir, la tristement célèbre tranche 4. Ce toit noir, c'est la partie supérieure du couvercle. Il se trouve sous la cheminée. C'est le réacteur 4 qui a explosé, et plus particulièrement les parties que vous voyez en noir, à gauche de la cheminée.
Je ne peux pas vous dire exactement quelle a été la puissance de l'explosion, mais le chapeau et toute l'enceinte en béton armé ont été détruits. Comme s'il y avait eu un bombardement. C'était un spectacle terrible. Je vous montrerai une photo des décombres. Les zones irradiées, comme là où nous nous trouvons maintenant, avaient un niveau de plusieurs dizaines ou centaines de Röntgen. La radioactivité était extrêmement élevée. Alors vous imaginez ce que c'était à côté du réacteur. Nous nous trouvons dans la tranche numéro 3 de la centrale. Elle tourne actuellement à pleine puissance. C'est depuis ce local, qui s'appelle la salle des commandes, que la tranche est contrôlée. Ce pupitre pilote le réacteur. À l'aide de différentes commandes et des instruments, on fait varier la puissance et on réalise les opérations de chargement et de déchargement. C'est également ici qu'on intervient en cas de panne. Nous contrôlons la puissance thermique à l'aide des appareils se trouvant sur ce panneau-là et ici devant le technicien. À l'aide de ces commandes, il peut modifier la puissance thermique et la charge thermique et électrique du réacteur. Voyons maintenant le second pupitre. C'est le pupitre central qui contrôle l'approvisionnement en eau du réacteur. Cette eau refroidit le réacteur, se réchauffe jusqu'à ce que se forme de la vapeur qui va actionner les turbines et produire de l'électricité. Ce pupitre gère le circuit d'échange entre le réacteur et les turbines que nous allons voir par la suite. Notre centrale est composée d'un réacteur nucléaire et de 2 turbines à vapeur double corps. Ce pupitre relie donc les 2 installations, le réacteur et les turbines. Nous allons maintenant voir ces dernières. Ce pupitre pilote les turbo-alternateurs qui sont délimités symboliquement par ces traits jaunes et qui se trouvent respectivement à droite et à gauche. À gauche, nous avons le turbo-alternateur numéro 5 et à droite le numéro 6. Actuellement, ces 2 turbo-alternateurs tournent à pleine puissance. Chacun d'eux fournit 500 MW. Vous n'avez pas peur que survienne un deuxième accident? Non seulement je n'en ai pas peur, mais je fais tout ce que je peux. J'utilise tout ce que je sais pour que cela ne se produise pas. En tant qu'exploitant de cette centrale,
Je dois garantir que je ne laisserai pas cela arriver. Je ne le permettrai pas. Je suis responsable de la sécurité de cette tranche, y compris du réacteur. Comment pourrais-je avoir peur? Si c'était le cas, je ne travaillerais pas ici. C'est lourd, une telle responsabilité? Oui, c'est une responsabilité énorme, aussi bien psychologique que morale, par rapport à la société, à ma famille, à mon pays, à tous les autres pays. Oui, c'est une lourde charge, une grosse responsabilité. Et je le ressens fortement, et encore plus quand je suis l'objet d'une attention particulière, comme par exemple avec cette caméra. Nous sommes ici dans les gradins de ce qui était auparavant un stade tout neuf. Il a été construit à peu près 2 ans avant la catastrophe. Avant, il y avait un vieux stade qui se trouvait à l'entrée de la ville, juste en dessous du pont. Mais il était tout petit et on ne pouvait pas y jouer au foot, alors que les gens d'ici aimaient bien y jouer. Ils organisaient des matchs entre les différents ateliers. C'était les réacteurs contre les turbines. Il y avait des tournois. Et quand ils ont construit ce stade, tout le monde était fou de joie. C'était 1 an ou 2 avant la catastrophe. Ici, c'était le terrain de foot. Et je ne sais pas où sont passés les lampadaires, mais c'était très bien éclairé. Et le week-end, il y avait beaucoup de monde. Toutes les places étaient prises. Il y avait tout le temps des matchs de foot. Il y avait aussi un terrain de basket, une piscine à côté. Il y avait énormément de monde. Vous me demandiez ce que les gens faisaient à Pripyat. Eh bien, ils faisaient tous du sport. À la centrale, tout le monde essayait de garder la forme. Et en sortant du travail, ils venaient toujours au stade. Maintenant, c'est le silence. Plus personne ne fait son jogging. Alors qu'avant, les gens venaient courir ici. Il y avait toujours du monde sur les sentiers. Le 1er mai, il n'y avait déjà plus personne ici. Pripyat a été évacué très rapidement, le 27 avril. Mon laboratoire a été le dernier à partir. Et il n'y avait plus personne, plus aucun habitant. Ils en étaient à passer d'immeuble en immeuble pour voir s'il restait des gens. Parce qu'il y avait quelques personnes âgées, malades, qui ne voulaient pas partir. Autrement, il ne restait plus personne. La ville était vide. Des hommes sont venus de toute l'Union soviétique pour participer à la liquidation. Ils étaient extrêmement nombreux. Et je pense que ça aussi, c'était une erreur. Il y avait une masse de gens qui étaient là sans que ce soit nécessaire et qui ont été irradiés pour rien lors des 2 premiers mois. Des tas de gens dont on n'avait absolument pas besoin. Il aurait fallu un nombre limité de personnes, qui soient des professionnels, parce qu'ils supportent mieux les radiations. Ils savent ce qu'on peut faire ou non. Je vais le dire ouvertement. On a envoyé ici des masses de gens qui n'y comprenaient rien et ont été irradiés les premiers jours parce qu'ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire, ce qui était dangereux ou pas. Tout le monde s'était précipité. Vous connaissez l'enthousiasme russe. Un slogan disait « Tous à la liquidation ». Et tout le monde a accouru.
Que sont-ils devenus? Personne n'en sait rien. Je suis certaine que beaucoup d'entre eux sont morts. Et ils sont morts à cause de ça, même si un autre diagnostic a été fait lors de leur décès. Particulièrement les jeunes soldats qui ont travaillé ici. J'ai la certitude absolue que beaucoup d'entre eux sont morts. Ces garçons n'avaient pas la moindre idée de ce qu'il fallait ou ne fallait pas faire. Ils s'asseyaient par terre, ils buvaient l'eau, sortaient torse nu, au moment où la radioactivité était extrêmement forte. Mais ils ne savaient rien. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup sont morts, car 12 années ont passé. Ils ont reçu des doses très importantes. Ils ont été beaucoup plus irradiés que nous autres, qui sommes professionnels. Nous savons ce qu'il faut éviter de faire. Eux, non. Ils ramassaient le graphite à main nue. On peut bien me mettre en prison pour ce que je viens de dire, tant pis. Ils marchaient sur le graphite, ils s'asseyaient dessus, ils le ramassaient à la main. Ces pauvres garçons, ce sont nos fils. Heureusement qu'après, quelqu'un a eu l'intelligence d'arrêter de les envoyer ici. Mais la moitié d'entre eux étaient déjà foutus. Je ne sais pas qui a fait ça, qui les a envoyés ici. Pour moi, c'est la page la plus scandaleuse de toute la tragédie de Tchernobyl. C'est une honte. Car si on a fait beaucoup de choses par ignorance, ceux qui les ont envoyés ici savaient très bien ce qu'ils faisaient. Et on pouvait parfaitement prévoir ce qui allait leur arriver. La zone, qu'est-ce que c'est pour moi? Je ne sais pas. Maintenant, on parle de zone interdite. Je pense que s'il n'y avait pas une radioactivité élevée, ils n'auraient pas fait une zone de 30 km. Comme je vous l'ai dit, elle s'est déposée par endroits, et non de façon régulière. Elle est allée là où le vent l'a portée. Par exemple, parfois il pleut à un endroit, et 4 km plus loin, il ne pleut pas. Eh bien, pour la radioactivité, c'était pareil. Lyonia, viens ici. Naïda, ici. Arrête de l'embêter. Des mesures de sécurité particulières ont été prises? Contre la radioactivité, vous voulez dire? Pour ceux qui veulent, il y a un endroit où on peut aller se faire contrôler. Et si on est contaminé, on lave ses habits et on refait le contrôle. Et puis un ingénieur spécialisé dans la sécurité a expliqué qu'il fallait se laver après le travail. Il y a des douches et tout ce qu'il faut. On doit se passer d'abord à l'eau froide, puis à l'eau chaude. Sûr qu'il y a la sécurité. On a eu une séance de formation et l'ingénieur en chef nous a expliqué ce qu'il fallait faire.
Bonjour. Je suis contremaître au dépôt de matériel HS. Rassoka, c'est comme ça qu'on l'appelle. Je suis le responsable du terrain. Allons voir de plus près. Le dépôt a été créé en 1987, après la décontamination de Tchernobyl et de Pripyat. Tout le matériel et les engins ont été mis au rebut ici. Et il a été prévu de construire un petit atelier, Vector, qui procéderait à leur décontamination. Il y a du matériel fortement contaminé et d'autres moins. Nous nous servons du matériel faiblement contaminé pour travailler dans la zone. Nous récupérons des pièces ou nous l'utilisons tel quel. Mais surtout, nous attendons la construction de l'atelier Vector pour pouvoir procéder à la décontamination. Allons voir. Nous avons également ici un hélicoptère qui est là depuis le tout début. C'est lui qui a été chargé de sacs de sable et d'argile qu'on a lâchés sur le réacteur. Il se trouve ici, sur notre terrain. Il y a également du matériel militaire utilisé par nos troupes et équipé de protection antichimique et anti-radiation. Il est faiblement contaminé, voire pas du tout. Mais comme c'est uniquement à usage militaire, ça reste là. En tout, il y a 1600 véhicules sur notre terrain. Quelles instructions donnez-vous à vos ouvriers? Nous n'entreprenons absolument rien si les agents de radioprotection ne sont pas là. Évidemment, on se change. Il y a des vêtements pour le transport et des vêtements pour le travail. Donc, on enfile nos vêtements de travail. L'agent prend des mesures et on démonte les pièces dont on a besoin. Quoi encore? En fait, notre seule protection, c'est nos vêtements de travail. Et c'est suffisant? Oui, tout à fait. Bien sûr, s'il y a des poussières sur le masque, on les enlève. Mais on essaye surtout de ne pas approcher du matériel contaminé. En 12 ans, on a eu le temps d'apprendre comment faire. Et c'est nécessaire de surveiller tout ce matériel? Bien sûr que oui. Nous sommes ici à la limite de la zone. À 2 kilomètres d'ici, il y a des kolkhozes et des sovkhozes. Et ils ont souvent besoin de pièces de rechange. Alors ils pénètrent ici clandestinement. Quand les gens se font prendre, ils sont arrêtés et punis. Mais la radioactivité n'a pas d'odeur. On ne peut pas la toucher. Elle n'a ni goût, ni consistance. Les gens ne savent pas ce que c'est. Ils sont ignorants, alors ils passent par-dessus la palissade ou les barbelés et prennent ce dont ils ont besoin.
Il vaut mieux ne pas rester trop longtemps à côté des hélicoptères et de ces engins. Car, comme on dit, ils bipent beaucoup. Ils sont très contaminés. Alors allons-y. Alors, да. Вот. То там весь скот стоял. On avait des bêtes là-bas, près des barrières. Des vaches à lait. Корову дойные. Бугаи над Des колом bœufs qui стояли. paissaient. Но! А ну! Vous n'avez pas peur des radiations ici? Не, Non, я... А ничего не... moi je не sens pas чувствую, qu'elles что existent, les radiations. радиация ее. Les aliments sont contaminés? Чистые. Mais non, Comment vous le savez? А проверяют. ils vérifient. Qui ça? А приезжаем, лаборатория приезжает. Il y a un laboratoire qui vient et vérifie nos produits. Так хорошая Et ils disent qu'ils sont bons. картошка ему Nos patates sont bonnes, elles sont propres. On tue le cochon et on a du bon lard, bien propre. Tout est bon. Хорошее, чистое. Все. Уже дикие... Les gens chassent du gibier et ils mangent ce qu'ils récoltent, leur blé et leurs pommes de terre. Зерно, да, картофель, да, где грязное. Ну, это во... Là, il y a des gens qui habitent. И вот там вот тоже... Et là aussi, il y a une femme qui vit. Ici, il n'y a personne. Ils se sont enfuis à Ptitch. Ну, это где ты? А это моя сестра. Là, c'était chez ma sœur. Так на Птичь, Mais elle est это partie à уже Ptitch. умирая. Elle est en train de mourir. Я то ездил на свадьбу, там Je suis allé à une другая noce, сестра il y avait mon autre тоже. sœur. Так кажу, ты Je lui ai как dit, поехала в чистую T'es зону, parti dans la zone всё, propre. это всё. Alors pourquoi tu te lamentes? А як вона вместе жив, так мне... Quand nous vivions ensemble, elle n'avait rien. Là, elle pleurait, elle disait, Allez mon vieux, faut qu'on rentre chez nous. Essaye un peu. Avant, il y avait 4 voitures, mais maintenant, il n'y a pas moyen. 4 машины, а теперь попробуй ты взять приехать. Это тоже человек. Là aussi, la maison est habitée. Et la femme a quelque chose à la tête. С головой что-то. Elle déraille. Что попало робить. Но! Ей, матка tourne там pas rond, la заранее pauvre. что-то с головой. Ну вот это Ça y est, вот так. on a fait le tour. Мы объехали. On y Всё. va. Вот. Поэтому вот где ты ящиковухи. Ну! А ну! Василько, а ти вже як там? Вже всіялась, усе всіялась? На картоплю. А і бурачка не можуть? А чого? Нема де? Прошлогодні, каже, багато є. Багато я віддала, і ще коробок брує. Це його хват. А, Vous avez l'impression qu'on s'occupe de vous? Non. Sinon, ils auraient évacué tout le monde. Ils s'en fichent. Ils nous ont abandonnés à notre sort.
Sans doute qu'ils ne nous considèrent pas comme des humains, qu'ils se disent que c'est des alcooliques qui sont restés ici. Mais il y a aussi des gens normaux qui ne peuvent pas partir. Moi, je ne peux pas partir. J'ai un logement ici. Attendez, attendez, on me dit, tout le monde partira. Sûr qu'on ne peut pas partir tous en même temps. Alors on attend. Mais quand est-ce qu'on va partir? Ou alors il faut tout remettre en état. Installer des gens ici pour que je ne sois pas toute seule. Faire venir le gaz, le téléphone, faire en sorte que je puisse vivre comme avant. Pourquoi est-ce qu'ils ont tout enlevé, tout vidé, tout volé, qu'il n'y a plus rien nulle part? Comment faire maintenant? On ne peut plus vivre comme ça. Ils ont arrêté de mesurer la radioactivité ici? Je n'ai pas vu qui que ce soit mesurer. Un avion est passé, ils ont dit qu'il avait regardé. La radioactivité est drôlement élevée chez nous. Un jour, l'avion a dû passer 5 fois au-dessus de nous. On dit qu'à Zamoście, la radioactivité est forte. Mais personne n'a rien mesuré. Nous, on ne sait rien du tout. Depuis combien d'années attendez-vous d'être relogé? Depuis que l'évacuation a commencé, ça fait 6 ans que j'ai fait une demande pour Petrikov, 6 ans que j'attends. Et pour Baryshevka, ça doit faire 2 ans et demi ou 3 ans. J'ai demandé au tout début parce que ma fille était jeune, elle avait moins de 16 ans. D'ailleurs, elle avait 12 ans quand la centrale a explosé. À son âge, son organisme n'était pas encore complètement formé et c'était pas bon. Quand ça a explosé au début, on avait du mal à respirer. Et après, on s'est habitué petit à petit. Mais c'est comme partout. Peut-être qu'on ne comprend rien, qui sait. Avant, le laboratoire venait et prenait des mesures, il nous contrôlait. Mais maintenant, il n'y a plus rien du tout. Mais il reste combien de personnes? Une centaine de familles à Polesskoye. Je ne sais même pas combien. Peut-être 80. C'est de cet ordre de grandeur. On n'a pas le téléphone. Il faut chercher une semaine avant de pouvoir téléphoner. Et on ne sait même pas si ça va répondre. Des fois, le 9 ne passe pas. Des fois, ça ne marche pas du tout. Et si par malheur on tombe malade, je ne sais pas comment on fera pour appeler l'ambulance. L'hôpital est à 5 km. On a le temps de mourir avant d'avoir trouvé comment téléphoner. Il faut aller jusqu'aux urgences en vélo ou à la course. On vit au jour le jour. On s'en remet à Dieu. On est content de se réveiller le matin. Il y a tout le temps des rôdeurs, tout le temps des gens qui traînent. Il ne faut pas quitter sa maison, pas la laisser toute seule. Dès qu'on part, il y a quelqu'un qui tourne autour. Il y a plein de cambriolages, plein de meurtres. On a peur et personne ne pense à nous. Nous, on dit que personne n'a besoin de nous et qu'on nous a abandonnés à notre triste sort. Як
сыщися всегда и видимся славы Твоей. Тебе, Господи, возведу душу мою, Боже мой, начал повадать. Уже поздновато походу. Більше м'яко дух не видяще, и рече им, что смущение есть, и под что помышление входит в сердца ваша. Видите руцы мои, ноги мои, яко сам один. Отяжите меня и видите, яко дух плоти и кости не имать, яко же меня видите и мужа. Господь, слава Тебе, во имя Отца и Сына, во имя Отца и Сына, во имя Отца и Сына. Во имя Отца. Во имя Отца. Во имя Отца. Во имя Отца. Je considère qu'il ne faut absolument pas habiter ici. Mais sans doute à cause de la situation en Ukraine, personne n'insiste pour que les gens soient évacués. Ils vivent là et ils vont sans doute y rester car personne ne se préoccupe de leur évacuation. Pourtant, la zone est un endroit dangereux et pour longtemps. Les gens n'y sont pas en sécurité. Même si on ne nous informe pas, bien que nous soyons médecins, et que nous ne sommes pas très au courant de ce qui se passe, je sais que c'est dangereux. Pourquoi est-ce qu'on ne vous informe pas? C'est comme ça. Personne n'explique rien. Ils disent juste qu'il ne faut pas manger les champignons ou aller dans tel bois. Voilà ce qu'ils donnent comme information. C'est tout. Actuellement, par exemple, et c'est pas nouveau, on ne sait rien ni sur l'air ni sur l'eau. Il y a pourtant des centres de recherche dans la zone. Oui. Par exemple, je bois de l'eau qui vient d'un puits. Mais je ne sais pas si elle est bonne ou non. Idem pour les pommes de terre. Personne ne sait rien. C'est sûr que c'est dangereux. Même respirer, c'est dangereux à mon avis. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez de la tension. Je vais vous écouter le cœur. Allez-y, déboutonnez-vous. Je me lève, s'il vous plaît. Approchez-vous. Vous avez le cœur fatigué. Je sais bien qu'il est fatigué. J'ai pas dormi de la nuit. J'ai pas dormi de la nuit. Regardez aussi ma jambe. Vous avez mal à la jambe? Très mal. Je me suis mis de la pommade sur le genou. Faites voir. Faites-moi voir ça.
Vous avez mis une compresse? Oui. Avec quoi dessus? De la vodka aux plantes. Asseyez-vous. Voilà ma jambe. C'est comme si on m'avait enfoncé quelque chose dedans. Et ça, qu'est-ce que c'est? Des bleus qui s'en vont. Ça vient de ses veines. Ça fait mal? Très. Et c'est enflé aussi. Et cette articulation? Non, là j'ai pas mal. Et il n'y a que ce genou-ci qui fait mal? Oui, très mal. Pourquoi ça fait mal comme ça? Il faut bien vivre et travailler. Mais comment vivre? Respirez à fond. Ceci est une carpe grise, un poisson qui vit dans le bassin de refroidissement de la centrale de Tchernobyl. Elle est âgée de 12 ans et pèse 25 kilos. Elle a survécu à la catastrophe et est restée dans ce réservoir. Nous étudions les processus radioactifs qui ont lieu dans le bassin, la fuite des radionucléides et leur effet sur les organismes vivants. Actuellement, notre centre de recherche étudie le système de reproduction, l'influence du niveau de radioactivité sur l'assimilation radioactive et sur la reproduction de la faune et des autres organismes vivants ici. Ce poisson est contaminé? Oui. Il a un niveau de radioactivité de 1500 becquerels par kilo. Mais c'est un des moins atteints du bassin. C'est un poisson herbivore, il a une chaîne alimentaire courte et sa capacité à accumuler la radioactivité est donc relativement faible. Les autres poissons du bassin, les carnassiers, ont une capacité d'accumulation qui peut atteindre 20 000 becquerels au kilo. Les plus contaminés sont les silures, les brochets, les cendres et les perches. Et quelles sont les conséquences pour l'homme? Pour l'homme, ça signifie que des éléments radioactifs passent dans la chaîne alimentaire. Le poisson est un aliment, et en consommant du poisson contaminé, l'homme ingère des éléments radioactifs qui contaminent son organisme et l'intoxiquent. Il ne faut pas en manger? De ce poisson? Sûrement pas. Derrière ce mur se trouve un local appartenant à la tranche 4. Mais notre bâtiment est conçu de telle façon que ces locaux servaient à la fois pour le réacteur 4 et pour le 3. Même si ça ne se voit pas, comme dans la salle des machines,
La tranche numéro 4 commence derrière ce mur. Et voici un monument. Après la catastrophe, il y a eu des victimes. Le technicien responsable du circuit principal de refroidissement est mort. Et on a élevé cette stèle à sa mémoire. C'est tout ce qui reste de lui. Il a été enseveli quelque part dans la tranche 4. Personne ne sait où, car on n'a pas réussi à le retrouver. Cette plaque est en quelque sorte le symbole de cette tragédie. Elle montre que tout cela n'est pas aussi inoffensif qu'on pourrait le croire. Allons dans la salle centrale. La salle centrale. Bonjour. Bonjour. Ne vous inquiétez pas, c'est la télévision. Local? Non, c'est pas la presse, c'est pour un film. Les techniciens qui se trouvent ici travaillent sur le cœur du réacteur. Nous voici à l'endroit le plus intéressant. C'est ici, dans la salle centrale, qu'a lieu une opération essentielle. Le remplacement du combustible, le déchargement quand le réacteur est à l'arrêt, ou bien les réparations. Malgré le danger et la difficulté d'accès des installations, nous réparons nous-mêmes le réacteur. Nous remplaçons les crayons combustibles. Nous devons faire face à différents problèmes. Et c'est justement dans cette salle que nous les réglons. Ici, c'est la partie supérieure du réacteur. C'est là qu'intervient un engin extraordinaire, la machine de chargement et déchargement. C'est elle qui non seulement effectue le déchargement, mais qui peut également intervenir en cas de panne. Sur la galerie en face se trouve du combustible neuf. D'abord, on le prépare pour le chargement, puis on décharge le combustible usé et on charge le neuf. Tout va bien? Le niveau de radioactivité est normal? Pas de problème. Ça chauffe. Il faut remplacer ça. Nous mangeons aux frais de notre entreprise. La centrale nous fournit ces tickets-là pour notre alimentation. Nous ne donnons pas d'argent. Comme nous avons des conditions de travail particulièrement pénibles, on nous donne de la nourriture par mesure de prévention.
Cette pause déjeuner est considérée pratiquement comme un soin. C'est prophylactique. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui au menu? Du bortsch. Non, je ne veux pas d'entrée. Mettez-moi quelque chose qui soit facile à manger. Un beefsteak, par exemple. Un beefsteak sans garniture. Et une salade, s'il vous plaît. Il n'y a pas de choux? Bon, alors mettez-moi des carottes. Et à boire. Du jus de tomate. Vous avez reçu votre salaire? Non. Je n'ai pas encore reçu mon salaire. Mais l'entreprise nous nourrit et nous ne mourrons pas de faim. On mange gratuitement, comme je viens de vous l'expliquer. Il aurait peut-être fallu que vous fassiez un gros plan du ticket, non? D'accord. On le fera quand on aura fini de manger. Et puis, dans la salle des commandes, mais seulement là, on a le droit de boire du thé ou du café. Vous aimez votre travail? Bien sûr. Même si pour moi, quand on aime son travail, c'est qu'il vous satisfait sur tous les plans. D'abord, il faut être content de ce qu'on fait. Et c'est le cas ici. Ensuite, il faut que ce soit une vocation, un métier dont on rêve depuis qu'on est petit. Malheureusement, ce n'est pas mon cas. Enfin, et c'est loin d'être négligeable, il faut que cela permette de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Et hélas, sur ce point crucial, ce n'est pas satisfaisant. Mon travail ne me permet pas de gagner ma vie correctement. Sur le plan financier, pour toute la vie quotidienne, cela ne me suffit pas. À mon avis, c'est un défaut structurel du plan d'exploitation de la centrale. Le système est bancal, les salaires sont insuffisants. Sur ce point-là, concrètement, je peux dire que je ne suis pas satisfait.
Vous n'avez pas peur des véhicules contaminés? Depuis 6 ans que je suis dans la zone, je me suis adapté. Je m'y suis fait, comme on dit. On ne la voit pas, cette fameuse radioactivité. Mais c'est sûr que ça fait quelque chose. 6 ans déjà. Elle est bien là, la radioactivité. Et elle prendra son dû plus tard. Les années passeront et elle prendra son dû. C'est quoi la radioactivité? C'est des rayonnements alpha, bêta, gamma qui attaquent l'organisme. Le pire, c'est le rayonnement alpha qui est très puissant. Petit à petit, tout ça s'accumule et ça fait des années que ça dure. Mais il faut bien travailler, nourrir sa famille. Nous sommes à Pripyat. Là-bas, plus loin, se trouve la centrale. On ne voit pas sa cheminée. C'est la ville qui avait été construite à côté de la centrale de Tchernobyl. Elle a énormément souffert et a été évacuée. C'est là que vivaient ceux qui travaillaient à la centrale. Maintenant, on ne peut plus s'y rendre comme ça, même s'il y a des gens qui parviennent à y aller. Pour entrer dans cette ville, nous devons franchir un point de contrôle qui ne laisse passer que les gens qui travaillent ici. Il reste encore 2 ou 3 organisations à Pripyat. C'est pour ça qu'on peut encore y venir. Mais mis à part Radek et 2 ou 3 autres organisations, il n'y a plus rien ici. Plus de foyers de travailleurs, plus de vie, plus rien. Plus personne ne vit ici. Les gens sont conduits ici en autobus. Ils vont sur leur lieu de travail et personne ne se promène dans les rues. C'est une ville morte. Il n'y a pas âme qui vive. Vous voyez vous-même, il n'y a personne, même pas des oiseaux. Les premières années, il y en avait encore. Aujourd'hui, pratiquement plus. Au début, il y avait aussi énormément de souris. Là encore, il n'en reste plus. C'est une ville complètement vide, en ruine. C'est tout ce qui reste de la jolie petite ville qui se trouvait à côté de la centrale de Tchernobyl. Il n'y a plus rien ici. C'est très dangereux d'être ici? Ça n'est pas dangereux de traverser la ville, d'y passer 1 heure ou de s'y promener un peu par temps humide. Mais il est déconseillé de s'y promener en été, quand il fait soleil et qu'il y a du vent. Il y a de la poussière et le sol est extrêmement contaminé. Je ne parlerai pas du niveau de radioactivité, c'est l'affaire des spécialistes. Mais c'est dangereux d'être ici. Je suis assise sur ce banc et je ne sais pas s'il est propre ou non. En principe, je devrais laver les vêtements que je porte tout de suite et les décontaminer avec un liquide spécial. Par exemple, en marchant, nous touchons les rampes. C'est vrai que ce quartier a été le moins atteint de la ville. C'est le moins contaminé de Pripyat. Mais il est totalement déconseillé de se rendre dans les quartiers numéro 1 et 2. Les locaux où nous travaillons ont été décontaminés pendant notre absence et le ménage y est fait en permanence. Mais je ne dirais pas qu'il ne présente aucun danger. On y fait beaucoup de contrôles, mais malgré tout, c'est sûr qu'il y a une certaine radioactivité. Il est hors de question d'habiter ici. Et cela sera impossible pendant plus de 100 ans.
même dans 100 ou 150 ans. Personne ne vivra plus jamais ici. On ne peut plus aller à l'endroit que je voulais vous montrer. Vous voyez, ils ont tout défoncé. Ici aussi, il y avait un sentier. Quelle horreur! Comment c'est devenu? Il y avait des barrières ici. Tout a été volé. Ils ont tout embarqué. Et la radioactivité avec. Voilà l'école, la cour. C'était beaucoup plus facile de vous en parler là-bas que de voir tout ça. Voilà l'école. C'est là que mes enfants ont fait leurs études. Avant, quand j'étais en retard pour aller au travail, je faisais ce chemin en 4 minutes. Vite, je les déposais à l'école et hop, j'étais au travail. Je trouvais que j'avais énormément de chance. Je travaillais en ville et à la centrale. Vous vous rendez compte de la chance que c'était? Qui aurait pu imaginer ce qui allait arriver? Ça ne vous paraît pas trop long? Non? Faites attention, c'est une ronce. Ces pommiers sauvages ont poussé après la catastrophe. Il n'y en avait pas avant, ils ont poussé tout seuls.
C'est au 3e étage, là où il y a les fenêtres cassées. Ça ne doit pas faire longtemps que c'est arrivé. Je suis venue l'année dernière et les carreaux étaient entiers. C'est là, au 3e étage. Mais on ne peut pas y aller. C'est impossible? Non, je ne crois pas que ce soit possible. Si, on peut? Essayons. D'accord. Quelle horreur. Appartement 32. Krasnojan. Appartement 32. Mon Dieu, l'escalier était toujours propre. On lavait le sol nous-mêmes. C'était toujours impeccable. Pourquoi est-ce qu'ils ont eu besoin de tout casser? Mon Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Regardez-moi ça, quelle horreur! Quand bien même j'en aurais envie, je n'arrive pas à dire quoi que ce soit. C'est à Genia, mon fils cadet. Tout a été emporté. Il y avait des meubles ici, on avait un très beau bureau. C'est vraiment désagréable. Toutes les fenêtres sont ouvertes. Encore une fenêtre ouverte. Tout est décoloré. Quelle horreur. On nous appelle les squatteurs parce qu'on n'a pas l'autorisation de vivre ici. On est là de notre propre chef. Mais maintenant, les autorités sont d'accord. Vous avez qu'à vivre là. Comment vous faites en hiver? Ça va.
On est là tout le temps. On sait ce que c'est que l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. On est d'ici, on est né ici, on y a toujours vécu. Voilà un tracteur ou une voiture. Vite! Из наших измерений, значит, nous nous efforçons de réduire au maximum les effets négatifs de la catastrophe de Tchernobyl sur l'environnement. Nous effectuons des mesures non seulement sur cette rivière, mais aussi sur d'autres points d'eau de la zone interdite autour de la centrale. Et cela donne des résultats. Des dispositions sont prises pour protéger l'eau. Les zones les plus contaminées sont encerclées et isolées par des digues faites avec des matériaux filtrants qui absorbent les radionucléides. Tous ces travaux ont pour seul but de diminuer le nombre de radionucléides provenant de la zone contaminée et qui affluent dans le Dniepr. Et quels ont été les résultats? Ce n'est peut-être pas aussi bien qu'on voudrait, mais le principe est bon. L'afflux d'éléments contaminés a diminué.
Laisse sonner, Andrei. Bon, tant pis. Qu'il sonne. On travaille. Et voilà. C'est peut-être Larissa? Tu as tout pris? Toi, mon petit, tu restes là. Tu gardes la maison. Oliechka, va moins vite. On dirait qu'il fait beau aujourd'hui. Il fait bon. Notre rivière. C'est là que nous avons passé notre enfance, au bord de cette rivière. C'est là que nous avons vécu. Elle s'appelle Pripyat. Parce qu'il y a 5 rivières qui se jettent dedans. Du mot piat, qui veut dire 5. Et 30 kilomètres plus bas, elle se jette dans le Dniepr. La vie change. La rivière aussi change. Tout change. Avant, elle n'était pas du tout comme ça. Elle était basse, mais elle avait une eau claire. Les gens la prenaient pour leur samovar, pour faire du thé. Il n'y avait pas du tout de sel dedans. Et les gens vivaient très vieux, jusqu'à 100 ans. Tire de l'eau, Oliechka. Elle était belle, notre rivière. Elle l'est encore. Et elle l'est encore pour nous. On ne l'oublie pas. On ne l'a pas oublié. On ne l'a pas oublié. On ne va pas l'oublier comme ça. On est né ici, au bord de cette rivière, et on veut mourir ici. Mais maintenant, il y a des forêts partout. Regardez ça. Ils avaient défriché pour les kolkhozes. Il y avait beaucoup de foin. Mais maintenant, c'est envahi par les arbres. Il y a des buissons qui poussent, la taïga. Quand on regarde la rivière, on ne voit que ça de découvert. Et si on regarde d'avion, tout le reste est envahi par la végétation. Les anciennes terres des kolkhozes sont toutes en friche. Il y a plein de bêtes. Plein de sangliers, plein de loups. Et puis des élans, des chevreuils. C'est considéré comme une réserve. Il y a des sangliers sauvages, mais nous, on a les nôtres. On a nos cochons. Les sauvages sont sauvages et les domestiques, ils sont domestiques. Rien que des canards, il y en a des millions. Ça pullule.
Il y en a plein. Et maintenant, ils hibernent à côté du réacteur. Parce qu'il y a de l'eau là-bas. Il fait froid maintenant, et là-bas, ils ne gèlent jamais. Ils s'en sortent comme ça. L'eau est chaude. Et là, on remplit nos seaux d'eau, et le papy, comme toujours, se lève à l'aube et apporte de l'eau à ses bêtes, à ses bonnes vaches. C'est comme ça qu'on vit. Et sur les berges de la rivière Pripyat, il y a beaucoup de bois, d'osier. C'est bon pour le feu, ça brûle bien. On y va.